Le Monde qui bouge, l'interview. Caroline Loyer est avec moi et nous recevons Michel Derzhansky, professeur à l'École supérieure de journalisme de Lille, spécialiste des relations internationales. Merci d'être avec nous. Je voulais déjà commencer par la forme de cet entretien qui aura lieu aujourd'hui à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et cette coalition des volontaires. Est-ce que c'est inédit et est-ce que c'est pour éviter le scénario du 28 février dernier ? J'ai mon dos à la caméra comme ça. Attendez. On a quelques problèmes pour ce direct. Caroline, on va peut-être remettre en place les choses sur cette réunion qui aura lieu aujourd'hui à Washington en attendant de pouvoir parler à Michel Derzhansky. L'enjeu, il est double, on va dire. Il y a les garanties de sécurité d'un côté, puisque Steve Witkoff, l'émissaire américain, nous dit que Moscou aurait accepté les garanties de sécurité proposées par Washington, sauf qu'on ignore quelles sont ces garanties qui ont été proposées. Il y a aussi l'enjeu du cessez-le-feu, évidemment, puisque avant cette rencontre, Donald Trump avait discuté avec les Européens et il avait dit qu'il en faisait sa priorité. Or, depuis, il parle de négocier un traité de paix global sans cesser le feu. C'est important, les mots d'Emmanuel Macron qui dit qu'il veut une paix durable et non pas une capitulation, parce qu'il considère que ce qui s'est finalement discuté en Alaska, c'est une capitulation. Ben oui, d'autant que Donald Trump reprend le narratif russe pleinement. On l'a vu il y a quelques heures sur son réseau social Truth Social, où il dit que finalement c'est à l'Ukraine la balle est dans le camp de l'Ukraine. Oui. L'Ukraine peut décider d'arrêter la guerre. L'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN et tout ça, c'est ce que dit Vladimir Poutine. Merci beaucoup Caroline. Michel Derzhansky est avec nous, professeur à l'École supérieure de journalisme de Lille, spécialiste des relations internationales. Ça y est, vous êtes en direct. Cette coalition des volontaires, moi, elle m'intéresse sur la forme. Est-ce que c'est inédit? Est-ce que c'est la première fois? Et est-ce que c'est pour éviter ce scénario du 28 février dernier? Alors, je réponds oui aux deux questions, puisque c'est inédit, puisqu'elle est très élargie. Aujourd'hui, il y a des pays qui n'étaient pas dans la coalition des volontaires qui aujourd'hui y sont, notamment l'Italie. On sait que le Canada n'est pas loin. Voilà, donc oui, c'est important. Et c'est important d'autant plus que dans la configuration de ce qui s'est passé à Pershing Peace en Alaska, on pensait que plus jamais les Européens ne seraient à la table au premier plan et qu'ils seraient au second plan, voire dans le couloir. Aujourd'hui, ils sont revenus au premier plan. Donc, la question est de savoir de quelle manière ils vont pouvoir à la fois soutenir l'Ukraine et faire entendre que l'architecture de sécurité doit être robuste et ne peut pas être mise de côté. Et que d'autre part, l'intangibilité des frontières ukrainiennes doivent être prises en compte. Je pense que c'est ce qui va être porté par les Européens. Moi, j'ai affirmé hier sur une chaîne concurrente que je pense que quelque part, cet échec de Pershing Peace où Donald Trump n'est pas sorti avec un cessez-le-feu est une chance pour les Européens de se réaffirmer dans ce jeu de relations internationales. Alors, Caroline, pour vous, c'est une chance, mais quelle est la marge de manœuvre des Européens concrètement? Parce que il faut aussi ne pas braquer Donald Trump. Les Européens se sont évertués depuis son retour à la Maison-Blanche à préserver la relation. Tout à fait, mais je sais que vous avez entendu hier à Bormes-les-Mimosas l'intervention du président Emmanuel Macron lors du 81e commémoration de la libération de Provence. Il a dit je crois que Vladimir Poutine ne veut pas de la paix et je pense que Donald Trump en veut. Donald Trump qui se place au cœur de tous ces échanges sur le conflit. En quoi est-ce qu'il fait concrètement avancer les choses, le président américain? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il fait avancer les choses. Aujourd'hui, il y a tellement d'altermoiements. Comme le disait un de vos confrères de la presse écrite, l'administration Trump est devenue un bateau ivre. Vous savez que hier ou avant-hier, Rubio, donc pour les relations étrangères, n'a pas hésité à dire, secrétaire aux relations étrangères, n'a pas hésité à dire que les Américains étaient prêts à mettre sur la table des assurances d'architecture de sécurité. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils mettront en place
des GI en Ukraine, mais qu'ils étaient prêts à y participer. Alors on ne connaît pas sous quelle forme, on ne sait pas comment, mais c'est une première. En même temps, par rapport à cela, et c'est pour ça que je parlais d'un bateau ivre, Trump semble dire, aujourd'hui, ce que nous proposent les Russes en termes d'échange de territoire, nous allons dans ce sens-là. Donc effectivement, c'est très compliqué d'avoir une visibilité réelle de ce que veut réellement l'administration Trump, si ce n'est que Trump, ça on le sait, veut un prix Nobel de paix. Oui, de la paix. Exactement, comme Barack Obama. Caroline. Michel Dzerzhinsky, le président américain reprend une nouvelle fois le narratif, le récit russe. Il dit que c'est l'Ukraine qui a aujourd'hui le pouvoir d'arrêter la guerre. Donc ça sous-entend qu'elle est plus l'agresseur que l'agressé, que rentrer dans l'OTAN c'est hors de question. C'est les exigences, les conditions de Vladimir Poutine depuis le début. Est-ce que les Européens doivent s'inquiéter de ces dernières déclarations ou alors c'est juste un nouveau coup de pression de Donald Trump ? Non, mais je crois que les Européens l'ont tout à fait pris en considération. Ils ont dit qu'il n'était pas question de remettre en cause la souveraineté de l'État ukrainien, que l'intangibilité des frontières devait être maintenue. Il faudrait revenir sur des questions fâcheuses, qui est celle de la déportation des enfants, qui est celle de la terreur mise jour et nuit sur les villes et sur les civils ukrainiens. Donc toutes ces questions vont être traitées. La question, c'est est-ce que ça va être entendu par l'administration Trump et de quelle manière ça va être entendu par l'administration Trump? Est-ce qu'il sera en capacité de vraiment aller vers une architecture de paix durable et sûre, à la fois pour l'Ukraine et... On vous entend assez mal. J'essaye une dernière question. Michel Dzerzhinsky, que peut céder Vladimir Poutine? Vous avez donné des exemples sur certains dossiers, effectivement, mais est-ce qu'il en a réellement la volonté ou est-ce qu'il va rester droit dans ses bottes dans les jours qui viennent, d'après vous? Pour répondre à votre question, il semblerait que Vladimir Poutine ait lâché un peu de l'Est sur deux régions, qui soient Kherson et Zaporizhzhia. Zaporizhzhia, comme vous le savez, il y a une usine nucléaire de production civile et il est vrai que là, ça serait une vraie problématique si les Ukrainiens devaient céder cette zone. De plus, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, si on regarde les cartes entre 2022 et aujourd'hui, les Russes ont des poussées et n'ont pas réellement gagné amplement du terrain. Ils sont à l'offensive, leurs offensives fonctionnent. Et pour cela, je dirais que malgré tout, la ligne de conflit qui est sur 1050 km² reste relativement figée quelque part. Merci beaucoup Michel Dzerzhinsky d'être venu nous voir, professeur à l'École supérieure de journalisme de Lille et spécialiste des relations internationales.